Je suis vraiment très positivement surprise par la qualité de tous les intervenants et de leur présentation. Je dis surprise tout simplement parce que il y a peut-être 20 ou 40 ans, ces thèmes étaient déjà disons en tout cas dans la conscience d'un certain pourcentage de la population, mais nous n'avions pas, disons, un appui scientifique aussi important qu'aujourd'hui pour démontrer au fond ce que l'on sait depuis longtemps. Tout d'abord, il faut peut-être rappeler qu'un homme standard d'1,75 m qui pèse 75 kg a des réserves pour 40 jours. Ça, ce sont les calculs de Cahill qui existent déjà depuis les années 60, où en additionnant la graisse de réserve, les protéines mobilisables sans dommage, plus la petite réserve de graisse dans le foie, nous avons les 40 jours bibliques, ce qui est quand même assez intéressant. Et les dernières façons d'exprimer le jeûne, pédagogiquement parlant, c'est toujours un challenge de savoir comment expliquer aux gens ce que c'est que le jeûne. Et là, dans les dernières publications de Mark Mattson, dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, il a parlé justement de cette commutation, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, jeûner, c'est arrêter de manger. Or, en réalité, c'est simplement commuter d'un métabolisme basé sur le glucose, qui provient de la nourriture, avec un peu de graisse, mais essentiellement le glucose, à un métabolisme qui est basé essentiellement sur la graisse et les cétones. Et c'est un switch, c'est beaucoup plus facile de l'exprimer en anglais. Switch d'un côté, donc du glucose à la graisse et aux cétones. Et puis quand vous reprenez la nourriture, il y a le switch back, c'est-à-dire qu'on repasse de la graisse et des cétones au glucose. Et les deux switches sont extraordinairement importants sur le plan thérapeutique. Donc c'est pas seulement le jeûne qui est important, la période du jeûne, mais aussi la période de l'après-jeûne, où il y a des phénomènes thérapeutiques qui se passent à ce moment-là. J'aimerais vous faire juste un petit panorama sur ce qu'est le jeûne, et les différents types de jeûne et de restrictions caloriques. Peut-être, on va les prendre les uns après les autres. La restriction calorique, ça veut dire diminuer l'apport de nourriture à 70%. De la quantité théoriquement normale, mais sans malnutrition. Donc, il y a des gens qui font ça, mais on a mis bien sûr des animaux à ce genre de régime. On a constaté, ça c'est les premiers travaux sur la longévité et l'alimentation, on les a mis à ces régimes, on a mis des animaux à des régimes donc diminués en calories, sans malnutrition. On a vu qu'ils vivaient plus longtemps. Donc on a fait ça avec des levures, on a fait ça avec des vers de terre, on a fait ça avec des mouches et des mammifères. Donc, diminuer l'apport calorique prolonge la durée de vie et la durée de vie en bonne santé. Ça a été fait et refait. On connaît même les voies signalétiques génétiques. Ça a été publié abondamment. Donc, il s'agirait de manger simplement 25% de moins, pratiquement, ce qui n'est pas facile, puisqu'aujourd'hui, la population est même obèse, donc ça veut dire qu'au fond, déjà manger normalement, c'est pas très facile, donc manger encore moins que normalement, c'est réservé seulement à quelques personnes, et donc dans le courant, en se disant, bien, si manger moins et vraiment a des effets sur la diminution du diabète, de l'obésité, bien entendu, mais des maladies inflammatoires, enfin, presque toutes les maladies qu'on connaît à notre époque. Est-ce que peut-être si on faisait quelque chose où on faisait des jeûnes intermittents, ça a commencé d'une certaine façon. Donc, on pourrait faire, par exemple, un jour on mange pas. Et c'est plus facile de soumettre des animaux de laboratoire à ce genre de régime. C'est ce qui a été fait. Et la plupart des publications qu'on a aujourd'hui, et il y en a des milliers sur le jeûne intermittent, sont faits avec ce système de alternate fast day. C'est-à-dire un jour on mange pas. Et il semble que cette pause dans la prise de nourriture, même si les animaux mangent la même chose au fond, ils mangent en 24 heures ce qu'ils auraient mangé en 48 heures, ces animaux ont des bénéfices pour leur santé, c'est-à-dire que ce n'est pas la quantité de calories, mais la pause entre la prise de nourriture a une grande importance aussi.
Puis vous avez le régime 5-2 qui en France n'est pas encore très populaire, mais ça c'est très très populaire en Grande-Bretagne, parce que ça a été rendu populaire par Michael Mosley, qui est un médecin, mais qui est aussi un présentateur très, très charismatique et humoristique de la BBC. Et il a simplement appelé ça 5-2 diet. Ça veut dire que pendant 2 jours, consécutifs ou pas, on mange moins, c'est-à-dire, il appelle ça fast, mais ce n'est pas vraiment du jeûne, c'est de la restriction calorique à 500-600 calories. Et ça, si vous voulez, c'est plus proche de la tradition et des cultures qu'on connaît. Dans toutes les religions, vous avez des jours où on mange moins, où on mange différemment. Donc ça, c'est pas quelque chose de tellement, disons, inhabituel comme ça pourrait être le régime alternate fasting. Et puis, il y a tout, dans le jeûne intermittent, il y a des possibilités aussi de manger d'une façon restreinte sur une plage de temps. Donc ça, c'est un Américain pakistanais qui s'appelle Sachin Panda qui a redécouvert les rythmes circadiens en disant l'horloge interne d'un être humain, il y a l'horloge générale et puis l'horloge des organes, et dépendant de l'obscurité et de la lumière, mais aussi de la nourriture et spécialement du glucose. Et donc, lui, il a constaté que si vous prenez des animaux de laboratoire et vous leur faites manger la même quantité, il y a 2 groupes. Un groupe qui mange cette quantité X sur 8 heures, ou l'équivalent de 8 heures pour une souris, et puis les autres qui mangent ad libitum toute la journée. Ceux qui ont mangé la même quantité dans un temps limité ont des résultats thérapeutiques, et c'est toujours les mêmes. Moins d'obésité, et aussi moins de diabète, moins de maladies dégénératives, moins de maladies cardiovasculaires. Alors là, c'est cette fameuse, je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais en anglais, c'est time restricted eating ou feeding quand c'est des animaux de laboratoire. Et ça, je pense que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent, c'est-à-dire vraiment faire des longues pauses. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors là, j'ai fait un petit schéma à quoi ça peut ressembler, c'est-à-dire que vous avez, au fond, vous allez manger peut-être le dernier repas à 18 heures. Ensuite, jeûner 16 heures. Peut-être quand vous irez vous coucher, vous aurez fini la digestion. Et vous aurez peut-être envie de manger quelque chose, ou vous pourriez manger quelque chose, mais vous vous dites, je me réjouis d'avoir faim au petit déjeuner. En tout cas, didactiquement, c'est plus facile de le faire comme ça. Et ensuite, au petit déjeuner, effectivement, vous avez bien faim et vous recommencez à manger. Pour moi, personnellement, dans le jeûne intermittent, ce que je trouve passionnant et ce qu'on souligne beaucoup trop peu, c'est que ça permet de réanimer la sensation de faim. Mais la bonne sensation de faim, ce n'est pas la même chose que les envies de manger. Et par contre, quand on a la sensation de faim, on a plus facilement la sensation de satiété. Et les 2 pôles sont vraiment fondamentaux pour avoir un comportement alimentaire normal. Donc le jeûne intermittent, à mon avis, dans ce sens-là, c'est pas obligé que ce soit 16 heures. Si vous mourrez de faim à 14 heures, il ne faut pas attendre encore 2 heures. Ça serait, je pense, contre la physiologie. Mais vraiment, laisser la faim bien se réanimer, c'est un bon... Et là, vous voyez dans les jeûnes, disons, culturels, religieux, vous avez... le jeûne est redécouvert dans le christianisme, mais le carême, c'était des périodes de restriction alimentaire. Dans le judaïsme, vous avez 24 heures de jeûne, ce serait un jeûne dit intermittent. Et dans l'islam, vous avez un time restricted eating, c'est-à-dire que les musulmans peuvent manger la nuit. D'ailleurs, malheureusement, souvent ils abusent, mais en principe, c'est ce genre de restriction et de jeûne intermittent. Il y a un chercheur dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, parce qu'à mon avis, d'abord, il fait partie du NIH, National Institute of Health, c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant de l'industrie. Et il a fait une dernière publication dont je vais beaucoup vous parler, parce qu'elle est parue il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine. Et lui, c'est une personne qui travaille dans les neurosciences. Alors là, on va rentrer dans les choses vraiment d'aujourd'hui et compliquées. À mon âge, j'avais pensé que je pourrais éviter de retourner, de réétudier ou d'étudier la génétique, mais en fait, c'est presque pas possible parce que on connaît un petit peu donc les mécanismes au niveau métabolique, mais au niveau génétique, ça c'est tout un univers. Donc vous avez, si vous voulez, vous partez de... Ça, c'est la dernière publication qu'il a fait, qui vient de sortir, et où il a fait c'est une review. Et donc, il parle
parle du intermittent fasting. Il ne parle pas du jeûne prolongé, je vous en parlerai plus tard. Mais dans le intermittent fasting, vous avez la première donnée, c'est la baisse de l'insuline, donc la baisse du sucre, puisque vous arrêtez de manger, suivi de la baisse de l'insuline, et suivi de la diminution des acides aminés dans la circulation, et suivi de la diminution de la IGF-1, qui est l'insuline-like growth factor, c'est-à-dire l'hormone de croissance. Alors là, il y a des facteurs de croissance qui diminuent, l'hormone de croissance augmente, ce n'est pas très clair, mais en tout cas, on a une diminution, disons, de ces facteurs-là, donc les protéines, les sucres et les acides aminés, et ça entraîne, disons, au niveau génétique, une interruption du mTOR et du RAS. Ce sont deux voies signalétiques génétiques dont les experts de la longévité disent que c'est les aging pathways, c'est les voies génétiques qui nous font vieillir. Et le jeûne interrompt ces voies et ça a une cascade de conséquences. Quand ces voies génétiques sont interrompues, il y a des facteurs de transcription qui sont libérés. J'essaie de vous faire ça simple parce que moi-même, j'ai passé du temps à disons, comprendre ces mécanismes génétiques. Mais vous avez cette épigénétique, alors en plein. Dans le jeûne, on passe d'un programme à l'autre. On change de programme complètement. Et donc, vous avez la conséquence de ce changement de programme aussi bien au niveau du noyau de la cellule qu'au niveau de l'ADN de la mitochondrie. Vous avez une augmentation de la résistance au stress, c'est-à-dire beaucoup de gens pensent quand on jeûne, on va être affaibli. C'est exactement le contraire. Au niveau cellulaire, la cellule change de programme, elle se met dans un mode de protection, elle cesse ou elle diminue sa vitesse de croissance et de reproduction. Et elle se met dans un mode de protection où elle se répare. Ce repair modus, et vous avez une espèce de mobilisation générale. Ça a été publié encore récemment, je vous dirai une anecdote à ce sujet-là. Ça stimule toute la machinerie antioxydante, donc qui répare les dégâts du stress oxydatif, entre autres, et du stress métabolique aussi. Vous avez une protéostase, c'est-à-dire que la synthèse des protéines va tendre à diminuer fortement, donc d'où la diminution de la croissance cellulaire et de la diminution de la multiplication cellulaire. C'est pourquoi déjà on peut comprendre que lorsque le mTOR est interrompu et le RAS est interrompu, c'est un mode qui n'est pas favorable à la croissance tumorale. Il y a évidemment des extrêmes modifications dans le métabolisme du sucre. Et vous avez une baisse de l'insuline. Lorsque nous traitons des diabétiques de type 2, le diabète de type 2 est une parfaite indication pour le... Vous devez arrêter l'insuline, vous devez arrêter les antidiabétiques oraux de peur que les gens tombent en hypoglycémie. Donc la situation du jeûne est une situation basse insuline, bas glucose et où finalement il y a une cétose physiologique. Alors j'ai fait un jour un exposé devant un public de pharmaciens qui m'a dit « Mais madame, vous ne savez pas que la cétose c'est très dangereux, car dans l'esprit du médecin ou du pharmacien lambda, la cétose, ça ne peut être que le diabète décompensé. Or, la cétose, c'est une situation extraordinairement thérapeutique, on va le voir encore. Et les effets que ça entraîne aussi, donc c'est une normalisation du métabolisme du sucre et la biogénèse des mitochondries. Alors, il y a une élimination cellulaire, l'autophagie est stimulée, c'est plutôt par la cétose, mais enfin toute cette espèce de concert métabolique qui change favorise l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un phénomène extraordinaire, c'est le recyclage. C'est la façon qu'on a d'éliminer les cellules sénescentes, vieillies, et les structures de membrane, même les structures des parties de DNA qui sont dénaturées, qui sont vieillies. On peut les autodigérer dans des vacuoles avec des lysozymes, et vous avez ensuite une autodigestion et un recyclage. Et ce recyclage, ça permet, on peut comprendre quand la personne jeûne, il y a tout d'un coup une espèce de panique qui s'installe en disant mais où est-ce qu'il y a du combustible? Alors le combustible, il est dans le sang, les triglycérides descendent immédiatement, il est dans le foie. Je vous montrerai une étude qu'on a faite qui montre que les indices de stéatose hépatique diminuent d'une façon extraordinaire.
Et puis il est dans le tissu adipeux qui est un peu partout, et spécialement dans l'abdomen, mais on a aussi un petit besoin, un besoin beaucoup plus limité de protéines, et ces protéines on les trouve évidemment dans toutes les cellules sénescentes. Donc il y a une réutilisation protéique, et il y a le grand réservoir bien sûr de la musculature, mais il n'y a vraiment pas que ça. Donc les mitochondries peuvent aussi être autophagiées, ou même elles vont être recyclées. Donc c'est toute une mitochondrie qui peut être, disons, éliminée, et elle va être resynthétisée à neuf. C'est pourquoi il y a un regain d'énergie très souvent après un jeûne, car la mitochondrie est la centrale d'énergie du corps, et elle va être régénérée. Et il y a une augmentation de la survie cellulaire, alors là certainement par des phénomènes de télomère. Enfin là, vous savez, quand on est un clinicien qui s'est intéressé à une méthode et qui a travaillé toute sa vie dans une méthode, et que vous commencez à rentrer dans le domaine de la recherche actuelle, encore que sur le jeûne intermittent, mais ça va venir sur le jeûne prolongé, et bien tout d'un coup vous devez réapprendre toutes les sciences, toutes les spécialités, parce que le jeûne agit sur le métabolisme du sucre, agit bien sûr sur toutes les pathologies inflammatoires, et donc on est confronté vraiment à beaucoup de travail. Alors je vous résume ce que disait ce tableau, c'est qu'en fait on a dans le jeûne intermittent, donc Mattson parle du jeûne intermittent, moi comme je vois le jeûne prolongé et le jeûne qu'on appelle aujourd'hui périodique, eh bien ce sont des effets que j'observe comme clinicienne en permanence depuis 40 ans. Donc il faut maintenant documenter ça scientifiquement, mais donc l'amélioration de la régulation du glucose, c'est compréhensible. Amélioration de la résistance au stress multiple des cellules, des stress chimiques, des stress thermiques par exemple, ou autres, toutes les stress toxiques. Et c'est pourquoi le chercheur Walter Longo, qui a été signalé ce matin, lui a eu l'idée d'injecter à des rats des chimiothérapies, des agents de chimiothérapie, et il a constaté que les rats qui avaient jeûné par rapport aux rats qui avaient mangé ad libitum étaient protégés, et qu'ils n'avaient pratiquement pas d'effets secondaires. C'était vraiment frappant. Donc ce sont les balbutiements de l'utilisation du jeûne ou des stratégies alimentaires en complément des traitements du cancer. Vous avez une augmentation de la réparation et de la destruction de molécules endommagées, donc ça c'est le phénomène de l'autophagie. Il y a aussi des phénomènes d'apoptose, c'est-à-dire certaines cellules se suicident, pas parce qu'elles sont vieilles, ça c'est normal, ça se passe dans le corps, mais dans le jeûne il y a aussi ce phénomène, mais c'est surtout l'autophagie parce qu'on a besoin de recycler les éléments, alors que dans l'apoptose on ne recycle pas tout. Il y a un aspect vraiment très fondamental, c'est la diminution de l'inflammation. Celle-là, elle est cliniquement vraiment visible, et moi je pense à toutes ces dermatologues vraiment qui nous ont fait des très très bons exposés. Et pour nous, par exemple, l'acné, bon, je n'avais pas toutes ces notions d'acné chez l'adulte, etc., mais sont des choses, on a des fois l'impression qu'avec une période de jeûne assez prolongée, avec un bon accompagnement, bien sûr, avec une guidance dans un contexte thérapeutique, on a presque une gomme. Et c'est dû certainement à l'autophagie, dû à la diminution de l'inflammation. On a des situations cliniques qui s'améliorent très vite. Et donc on a cette augmentation de la défense contre le stress oxydatif par l'activation de la machinerie antioxydante, genre glutathion et toutes ces enzymes qu'on a à l'intérieur de nos cellules, qui nous permettent en fait de neutraliser au fond les produits ROS, les reactive oxidative, les produits oxydés et oxydants. Donc la régénération de la mitochondrie et la prolongation de la durée de vie en bonne santé, ça a été démontré dans le jeûne intermittent, comme ça a été démontré dans la restriction calorique. Et là, j'aimerais vous montrer quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. C'est justement l'effet thérapeutique du jeûne, la régénération à base de cellules souches. Nous avons ici disons des cellules immunologiques, des cellules sanguines,
habituelle. Et l'on mange, on est dans la vie, disons, dans le mode manger, il y a une régénération cellulaire régulière après certains jours, un certain nombre de semaines, que ce soit les globules rouges, les globules blancs, les lymphocytes se régénèrent, les thrombocytes aussi. Et elles se régénèrent à partir des cellules souches qui sont dans la moelle osseuse. Lorsque vous entreprenez un jeûne, je vous expliquerai ce que veut dire ce schéma après, vous avez une activation beaucoup plus importante des cellules souches et une diminution des cellules immunologiques par autophagie et par apoptose, c'est-à-dire on élimine des cellules et pendant le jeûne, on a moins de cellules immunologiques. Mais on a aussi moins d'attaques, puisque le tube digestif est bypassé. Donc en réalité, on a cette situation-là, et c'est à la reprise alimentaire que vous allez retrouver la même quantité de leucocytes, par exemple, ou de cellules sanguines, mais quand on les analyse, ce que nous ne pouvons pas faire, mais qu'on peut faire en recherche, on voit que la moitié de ces cellules au prorata du nombre de jours de jeûne, sont faites à partir de cellules, de néocellules, à partir des cellules souches. Et là, il y a une capacité de régénération absolument extraordinaire dans le jeûne, régénération d'organes aussi. Nous travaillons beaucoup avec le CNRS de Strasbourg, qui sont des grands spécialistes sur le jeûne de l'animal. Et il y a une chef de laboratoire qui a fait des travaux très intéressants sur l'intestin du rat et qui a démontré que pendant un jeûne, vous avez une atrophie de toutes les villosités intestinales. Donc vous avez une atrophie, mais c'est un mot qui nous semble abominable, parce qu'on se dit atrophie, mais ça doit être très dangereux. En réalité, c'est juste une espèce de simplification, puisque vous n'avez pas besoin de cette muqueuse pendant que vous jeûnez. Et ensuite, elle est reconstruite au moment de la reprise alimentaire. Ça a été démontré dans un modèle animal chez des animaux, je pense que ça devait être des souris, qu'on avait rendues diabétiques de type 1. Alors de nouveau par des manipulations, elles n'étaient pas spontanément, mais et après des cycles de jeûne, on a vu une régénération des cellules productrices d'insuline. Donc il y a une extraordinaire capacité au fond d'éliminer des cellules et de les remplacer par des cellules souches à la reprise alimentaire. Tout ça, ce sont des choses qui sont encore bien sûr beaucoup faites dans l'expérimentation animale, mais qui passent déjà, il y a beaucoup d'études précliniques dans le pipeline. Et là, je vous montre par exemple une autre, ça c'est toujours ce sont des schémas extraits de cet article du New England Journal of Medicine paru il y a quelques jours, de Madsen. Et vous voyez que tout commence donc lorsque l'insuline baisse, le glucagon augmente dans le sang, et on a une mobilisation du tissu adipeux. Et les acides gras libres passent vers le foie, et vous avez justement la transformation d'une partie de ces acides gras libres en corps cétonique, le bêta-hydroxybutyrate, l'acétoacétate, l'acétone. Et ça a des actions vraiment extrêmement intéressantes, spécialement sur le cerveau. Madsen a beaucoup travaillé sur la cétose et la production, par exemple, au niveau du cerveau de BDNF signaling. Le BDNF, c'est Brain Derived Neurotrophic Factor, des facteurs neurotrophiques du cerveau, c'est-à-dire des facteurs qui vont permettre la régénération des neurones. Et encore, pour moi, quand j'ai étudié la médecine, pour moi, on nous a appris que les neurones ne se régénéraient pas. Or oui, ils se régénèrent, et il a démontré même qu'ils se régénèrent dans la zone de la mémoire, justement avec des manipulations, des stratégies alimentaires toujours restrictives, et avec le jeûne aussi. Donc il y a une augmentation de la performance au stress, il y a cette biogénèse mitochondriale, l'augmentation de l'autophagie et la diminution du mTOR. Vous avez beaucoup d'éléments, c'est très difficile en une demi-heure, je voulais juste vous montrer, pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à lire l'article. Là, il fait une très très bonne revue, une très bonne synthèse de tout ce qu'on sait au niveau du jeûne intermittent. Ça, c'est oui, il y a encore un autre aspect dont je vais vous parler, c'est la composition du microbiote. Le reste, je vous l'ai déjà dit. Je dois me dépêcher un petit peu, mais je vais passer à ce qui est mon domaine de compétence, c'est le jeûne périodique. Et le jeûne périodique a été défini par les chercheurs de la longévité qui ont un petit peu le lead maintenant dans la recherche sur le jeûne, comme une période de jeûne de 2 à 21 jours ou plus.
Donc ça, c'est assez vaste comme définition, ça nous correspond tout à fait. Et en réalité, ça nous semble des durées très importantes, mais finalement, quand on regarde la nature, le cycle des saisons avant le néolithique, puisqu'en fait le néolithique, c'est le début de l'anthropocène, comme on a entendu, très intéressant. Donc probablement les gens vivaient, les humains comme les animaux étaient dépendants des saisons. Aujourd'hui, les animaux le sont toujours, à part les animaux domestiques. Donc on a des saisons. Pendant certaines saisons, la nature ne produit rien. Pendant un hiver, la nature ne produit rien. On peut garder quelques aliments, mais pas beaucoup quand on n'a pas de technologie. Donc au fond, des variations cycliques dans le poids corporel est quelque chose de parfaitement normal et certainement beaucoup plus normal que d'avoir toujours un poids constant et encore moins un poids qui augmente en permanence. Et là, je vous reprends des exemples justement d'animaux. Ça, c'est par exemple des études qui ont été citées dans un recueil de Comparative Physiology of Fasting chez les animaux. C'est les oiseaux migrateurs qui peuvent faire des milliers de kilomètres sans manger ni sans boire. Et qu'est-ce que c'est leur fuel? C'est eux-mêmes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est comme l'avion, plus ils avancent, plus ils sont légers, donc moins ils ont besoin de musculature dans les ailes. Donc en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le jeûne a été orchestré par la nature depuis des millions d'années, ou des milliards, je ne sais pas, on se perd dans les chiffres, mais tout y est orchestré parfaitement. Et là, on va passer à l'humain. Et vous savez, il y a eu une période que moi j'ai bien vécue, c'était les années 60-70, où tout d'un coup, c'était l'après-guerre, il y a eu une espèce de début probablement un rebond, parce qu'il y a eu le début de l'industrialisation, et au fond, les gens ont commencé à avoir des problèmes d'obésité. Le mot obésité ou le mot régime est apparu dans ces moments-là. Et ils ont fait le régime à 0 calories. Il y a eu beaucoup de publications à cette époque-là, et c'était pour les gros obèses. On pensait le jeûne, oui, si on jeûne, ça peut être que pour l'obésité. Donc, on a fait jeûner. Et voilà, le résultat d'un de ces obèses, ça a été publié après 382 jours de jeûne, à l'eau, c'est-à-dire c'était de la diète à 0 calories à cette époque-là. Et lui, c'était quelqu'un qui avait une bonne musculature et probablement un bon état nutritionnel. Il était obèse, mais il était aussi musclé. Et en fait, il se sentait très très bien. Il a continué de son propre chef. Nous avons vécu, parce que près de chez nous, c'est un article en allemand, mais ça a été les premiers articles sur la physiologie du jeûne pendant le traitement de l'obésité morbide, comme on disait à l'époque. Et là, on voit parfaitement bien, disons, la mobilisation des acides gras libres. Au fond, les protéines n'étaient pas vraiment un problème, en tout cas pas. La recommandation dans cet article, c'était de ne pas dépasser les 100 jours de jeûne pour des obèses morbides. Hein. Non, mais on est loin de ce qu'on dit aujourd'hui. Et ensuite, vous avez par exemple les premiers articles américains qui considéraient le jeûne comme une introduction au traitement de l'obésité, et donc qui faisaient jeûner les gens plusieurs semaines. Et alors, tout d'un coup, il y a eu un gros problème, une mauvaise diète protéinée, parce qu'évidemment, on mettait les gens dans des hôpitaux, la journée d'hôpital est chère, il n'y avait aucune pédagogie du jeûne, pas d'enseignement, pas d'exercice physique, pas de méditation. Donc, beaucoup de ces obèses reprenaient du poids après, et au fond, ça coûtait trop cher. Alors, on a décidé de faire des diètes avec des compléments alimentaires mal conçus, et il y a eu à peu près 30 à 60 obèses qui sont morts en étant toujours obèses après de longues semaines de ces mauvaises diètes. Et alors, il y a eu toute une commission d'enquête. Ils ont pensé que c'était à cause du manque de protéines. C'est là que sont nées toutes les diètes protéinées. Mais il n'y avait qu'un argument, vraiment à l'époque, pour moi ça me semblait, c'était les bilans azotés. Ah oui, on perd des protéines, eh ben on va essayer en donnant. On ne peut jamais freiner la perte de protéines, et on va voir, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était que peut-être que diminuer ou arrêter l'apport des protéines pendant un certain moment, ça pouvait être extrêmement positif, parce que ça enclenchait des voies signalétiques très favorables à la régénération cellulaire. Dans ce cas-là, ils ont pensé qu'il suffisait de donner des protéines, et ces nouveaux régimes protéinés ont tenu le devant de la scène pendant très très longtemps.
Nous venons d'une toute autre planète. Nous avons commencé cliniquement par l'expérience de quelqu'un de la famille, qui était le docteur Otto Boehringer, qui était un médecin dans la marine. Et il faisait le tour du monde avec son bateau. Et en fait, il a attrapé une fièvre rhumatismale, un rhumatisme articulaire aigu, à la suite d'une angine pas traitée. Et on lui a conseillé de faire 19 jours de jeûne. Bon, c'est toute une histoire, mais je vous la fais courte. Et après ces 19 jours de jeûne à l'eau, qui avait été extrêmement difficile, il a complètement guéri. Donc aujourd'hui, on connaît, nous avons même participé à une méta-analyse sur l'arthrite rhumatoïde et le jeûne. Il y a beaucoup de documentation, en tout cas des effets bénéfiques du jeûne sur les inflammations articulaires. Le problème, c'est de la stabilisation après. Il y a juste une étude scandinave qui montre une bonne stabilisation à 2 ans avec une diète végane après, enfin avec des mesures alimentaires assez strictes après. Et ça, c'est le docteur Otto Boehringer qui est le fondateur de notre école, qui raconte qu'après 19 jours de jeûne, j'étais faible, maigre, mais je pouvais bouger mes articulations comme un jeune homme. Et donc, notre pratique du jeûne découle de ça. Et nous avons fait le travail inverse de la recherche d'aujourd'hui, c'est qu'on est parti d'une situation clinique et d'une méthode qui s'est développée, disons empiriquement, pour essayer vraiment de la documenter scientifiquement. Et pour nous, il y a toujours 3 dimensions dans le jeûne. Même si la dimension médicale est au premier plan, puisque nous sommes des cliniques, il y a toujours une dimension communautaire qui donne le plaisir de jeûner aussi. Parce qu'il faut remplacer un plaisir. Le manger, c'est un énorme plaisir pour beaucoup de gens. Et si vous l'enlevez, il faut remplacer ça par d'autres types de plaisirs. Et donc, la communauté, par exemple, parce qu'on est, avec tous ces changements de la chimie du cerveau, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup moins agressif quand on jeûne. Donc, c'est favorable à la vie en communauté et aussi à l'ouverture à l'autre. C'est utilisé beaucoup dans les religions pour ouvrir l'esprit de charité. Si vous lisez les livres de Gandhi, de Lanza del Vasto ou d'autres. Et donc la dimension spirituelle, parce que justement, d'abord il y a des changements au niveau de la chimie du cerveau, et ensuite tout simplement parce qu'on a du temps. Et qu'on peut vraiment beaucoup plus facilement, que l'intuition est favorisée. Enfin, il y a tout disons, si cet aspect-là vous intéresse, c'est vraiment un vaste sujet. Il faut en faire l'expérience, mais on a aussi vraiment une documentation. Toute la littérature érémitique, par exemple, des premiers pères du désert, des ermites égyptiens qui partaient dans les déserts. Ils ont beaucoup expérimenté le jeûne, ils ont beaucoup expérimenté toutes ces méthodes d'ascèse, ils ont beaucoup écrit là-dessus. Alors, je vous explique juste en quelques images comment on comprend le jeûne dans nos cliniques. C'est toujours un contexte multidisciplinaire avec une énorme pédagogie. C'est-à-dire, on ne peut pas faire jeûner quelqu'un simplement en lui enlevant son assiette. Vous devez l'accompagner, vous devez d'abord faire un bon diagnostic au début pour voir la personne dans tout son ensemble, aussi dans quelle étape de vie elle se trouve. Et ensuite, nous l'accompagnons, nous avons un service d'infirmières, de médecins et de l'exercice physique à des moments tout à fait réguliers, et puis tout un tas de massages et beaucoup d'enseignements de façon à les préparer au retour, à l'atterrissage, qui est quand même évidemment toujours le moment où on doit consolider l'acquis. Donc il faut, dans une période de jeûne, vous avez toujours la période de la décision, la préparation, la transition et ce fameux switch. Il y a 2-3 jours qui sont critiques parce que selon ce qu'on a fait avant, le métabolisme du jeûne ne se met pas en place tout de suite. Et plus vous jeûnez, plus ce métabolisme est entraîné. On peut avoir un entraînement métabolique en jeûnant régulièrement. Bien. Et puis ensuite, il y a la fin du jeûne. Et là, maintenant, une phase de régénération, disons, dans notre tradition, on a toujours attaché énormément d'importance à faire la reprise alimentaire au moins 4 jours jusqu'au retour de la prochaine selle spontanée dans le même contexte que le jeûne. Et aujourd'hui, avec les neurosciences, on voit que dans cette période, toute l'activation et la régénération cellulaire se passe après le jeûne. Donc c'est fondamental, on peut abîmer tous les résultats, c'est ce que nous montrent les premières études sur l'arthrite rhumatoïde
Et les jeunes, ils ont des résultats fantastiques pendant, et il y a des rechutes terribles après. Alors qu'on peut les prévenir en faisant une reprise alimentaire. Et là, je pense que même nous devons avoir de la recherche là-dedans, parce que les impératifs ne sont pas les mêmes dans toutes les maladies, et je pense qu'avec la science aide quand même ça c'est quand on fait des jeûnes plus longs. Là, c'est juste une petite anecdote pour vous montrer que nos cliniques ont commencé en 1950 ou même avant. Et finalement, ça, c'était les premiers livres. Et maintenant, on a réussi à faire une première grande étude. Alors là, je suis très fière parce que cette étude a été mentionnée dans la revue de Mattson comme la référence pour le jeûne périodique. Et nous avons analysé 1422 sujets qui ont jeûné 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. On a fait des groupes comme ça. Et on voit, alors là je vous montre un peu tout, évidemment le poids baisse, le périmètre abdominal baisse, ce qui veut dire qu'on perd du poids, mais aussi de la graisse au bon endroit. La pression artérielle systolique et diastolique baisse dans tous les groupes et se normalise à la valeur inférieure de la norme. Même l'HbA1c va même baisser très très vite. Ça c'est le glucose, et l'HbA1c, vous voyez, après 5 jours, alors que d'habitude ça ne bouge pas avant 2-3 semaines, c'est déjà diminué. La variation des corps cétoniques, c'est l'inverse. Le glucose baisse, les corps cétoniques augmentent, c'est ce que documentent ces images. Le métabolisme lipidique, c'est-à-dire les lipides dans le sang, y compris le cholestérol, sont vite mobilisés, donc vont s'abaisser. Et nous avons ici fait une étude dans Nutrients qui a été publié en 2019 sur l'indice de stéatose hépatique qui baisse d'une façon très significative et qui baisse d'autant plus chez les diabétiques. Je crois que j'ai vu que vous leviez, donc je vais un petit peu accélérer. Vous savez que la stéatose hépatique est un phénomène extrêmement répandu, même chez les enfants. Des millions d'individus en souffrent, mais ça n'en souffre justement pas, ça ne fait pas mal, mais ça peut conduire à des phases irréversibles. Ça peut s'inflammer, et là on a le NASH, ou alors ça peut même devenir une cirrhose du foie, et ça c'est évidemment beaucoup moins réversible. Donc nos chiffres, je vais vous les passer, ça s'est vraiment beaucoup amélioré, et plus le jeûne était long, plus l'amélioration était forte. Bon, je crois qu'on n'a plus le temps. Alors, les effets secondaires qu'on observe, en tout cas dans un contexte de protection tout ça c'est publié, vous pouvez lire l'article de PLOS ONE. La variation de la qualité du sommeil, donc il y a des sommeils plus agités au début, de la fatigue, mais c'est toujours que 15% des cas, disons vraiment des lombalgies, parfois de la faim dans les premiers jours surtout, et des maux de tête, sensibilité au froid accru, ça c'est les choses habituelles, mais ce n'est pas des choses vraiment graves, et ça passe en général après quelques jours. Et vous avez eu dans de rares cas des effets secondaires sérieux comme des arythmies cardiaques, des hypoglycémies, mais c'est vraiment, en tout cas dans un contexte médicalisé avec toute une infrastructure, c'est pas relevant. Et ce que j'aime le plus dans toute cette histoire, c'est l'amélioration du bien-être émotionnel et physique. Car là, ça permet au fond de rassurer les gens en leur disant « Écoutez, vous n'allez pas vous sentir mal, vous n'allez pas avoir faim ». Ça, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'au fond, ça lifte l'humeur. Il y a même des moments un petit peu euphoriques. Il y a des gens qui sont très réceptifs aux jeûnes, surtout quand ils ont acquis la confiance après des jeûnes répétés, qui vraiment se sentent très heureux. C'est un peu contre-intuitif. Et là, j'aimerais juste, malheureusement, c'est en anglais, j'ai oublié de prendre c'est Florence Servan-Schreiber, qui est une spécialiste de la psychologie positive, qui nous écrit « J'avais peur d'avoir faim, j'avais peur d'avoir froid, j'avais peur de me sentir seule et de m'ennuyer. Je n'ai jamais eu faim. De temps en temps, j'ai eu un peu froid. J'ai adoré être seule et j'ai eu du plaisir chaque seconde. J'ai rencontré des amis pour la vie. C'est ces découvertes qu'on peut faire quand on passe le mur du sang, si vous voulez. On a aussi demandé à ces gens s'ils avaient eu des problèmes ou qu'il y avait une amélioration d'un problème de santé préexistant, et vous voyez une grande majorité a eu une forte amélioration de ces problèmes de santé. On n'est pas encore rentré dans le détail, si vous voulez. On fait d'abord des études qui documentent la sécurité, l'efficacité thérapeutique non spécifiquement, et aussi le bien-être.
Et nous avons produit une étude avec le CNRS de Strasbourg, justement, sur la composition du microbiote. Et dans 10 jours de jeûne, alors juste, je vous donne juste les conclusions, vous pouvez lire l'article. La composition du microbiome, donc il y a toutes les bactéries qui se nourrissent des substrats de la nourriture. Évidemment, elles n'ont plus rien à manger, donc elles diminuent. Et toutes celles qui se nourrissent du substrat de l'hôte, c'est-à-dire les cellules d'Esquamée, entre autres, qui sont très abondantes dans le jeûne, alors elles augmentent. Donc les bactéroïdetes augmentent, et puis ceux qui sont plutôt du groupe firmicutes et autres, ça diminue. Et tout ça, ça revient exactement à la normale. C'était à 15 individus normaux, jeunes, en bonne santé, donc ils sont revenus 3 mois plus tard à la normale. Ce qui était intéressant, c'est qu'au moment de la reprise alimentaire, on a eu une augmentation de l'inflammation intestinale. Ben, ça, c'est habituel, mais ça revient et ça nous montre que la période de reprise alimentaire est une période critique. Et vous avez une augmentation des acides gras à courte chaîne et des aminoacides branchés. Donc vous avez là deux effets très positifs. Est-ce que c'est dû au changement d'alimentation des gens ou simplement aux effets positifs du jeûne? Je ne sais pas. Alors la conclusion, c'est que la conclusion, selon le programme que nous pratiquons dans nos cliniques, il est sûr, il améliore la santé et il est bien toléré et améliore l'humeur. Ça, ce sont nos conclusions. Et là, j'aimerais juste vous demander 2 minutes pour vous dire justement quelle est la conséquence du fait que ces études et ces publications deviennent tellement abondantes par rapport au jeûne intermittent, et ça va bientôt être aussi pour le jeûne prolongé. Moi, je donne 3 ans. Les Américains n'ont pas encore le droit de faire des longues périodes de jeûne. Ils ont peur. Tandis que nous, en Allemagne, on a posé une demande au comité d'éthique pour un jeûne de 4 à 40 jours. Ça n'a posé aucun problème. Et mes collègues américains, ils disent, mais nous, quand on demande 3 jours, c'est déjà un drame. Donc là, il y a des différences culturelles. Et vous voyez, ici, j'ai mis dans ce qui est en haut, c'est au fond les choses que les gens peuvent faire par eux-mêmes, qui c'est la capacité de régénération propre d'un individu. C'est ce qu'on a, nous, c'est notre programme. Si on est bien encadré, ça marche. Et vous avez ici la vague des produits qui imitent, qui sont censés imiter le jeûne. Et là, pour moi, c'est un phénomène où je me dis, bon, quand un être humain a une capacité d'auto-régénération qui coûte rien et qui ne produit pas vraiment de grands marchés, il y a tout de suite tous les fameux magic bullets qui viennent et qui disent, voilà, on fait la même chose. Prenez, alors là, vous avez par exemple les corps cétoniques. Mais imaginez, vous donnez des corps cétoniques à quelqu'un qui a une insuline haute, un glucose haut et des acides aminés au plafond. C'est le chaos dans le métabolisme. Les corps cétoniques que produit un organisme en jeûne, c'est complètement autre chose que ceux qu'on rajoute. Et vous avez évidemment tout un programme de soupe qui va vous imiter évidemment certains aspects du jeûne. Vous avez ici par exemple, pour stimuler l'autophagie, il y a la spermidine qui est vendue maintenant aussi en médicament. On essaye de voir si certaines fonctions du jeûne, comme l'augmentation de la MP cyclique, peut être imitée par les antidiabétiques oraux comme la metformine. Il y a la rapamycine qui donne des effets secondaires trop difficiles, mais c'est les immunosuppresseurs du mTOR. La recherche va tout de suite dans des voies où il peut y avoir des industries qui la financent tout simplement. Et quand on dit il n'y a pas assez d'études humaines, par exemple, pour le cancer, c'est tout simplement parce qu'un patient qui a le cancer ne peut pas rentrer dans 2 protocoles d'études. Et ils sont presque tous déjà dans des protocoles de chimiothérapie ou de radiothérapie. Donc il ne reste plus beaucoup de candidats. Et puis en plus, comme c'est un changement de paradigme en oncologie, ça va aller doucement. Donc ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas tellement d'études. Et moi, je vous donne mon credo à la fin. Donc do the real thing. Jeûnez et mangez moins, faites des balades, allaitez vos enfants et seulement dans des situations particulières, utilisez des produits imitant certains des effets du jeûne quand on n'aura jamais l'effet complet du jeûne. Je vous remercie pour votre attention et